Le RDPC au service du Cameroun. Hier, aujourd'hui et demain. Merci camarade Enanga Kebi, merci camarade Bertando pour cet entretien riche et intense. Nous passons à présent à tout un autre sujet d'actualité, lui aussi. Il s'agit de la rentrée parlementaire, la première de l'année législative 2016. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont ouvert leurs portes à Yaoundé jeudi 10 mars dernier aux élus du peuple, et en attendant l'examen des projets de loi qui devraient être déposés sur la table du Sénat et de l'Assemblée nationale, priorité va être accordée dans les deux chambres à l'élection des bureaux, notamment donc le bureau du Sénat et le bureau de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à la mise en place des commissions générales de travail. À l'Assemblée nationale, le doyen d'âge a relevé le contexte particulier dans lequel s'ouvrent les travaux, un contexte toujours marqué par la guerre que la République mène contre la secte islamiste Boko Haram. Le doyen d'âge a adressé à nos forces de défense et de sécurité les sincères félicitations et les chaleureux encouragements de toute la représentation nationale. Leurs dernières actions de classe sur le terrain contre la horde terroriste nous rassurent et confirment tout le bien que nous pensions de nos vaillants soldats, a dit le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, qui a poursuivi son propos en indiquant que nous demeurons convaincus que ces actions vont se multiplier jusqu'à l'extinction de cet esprit du mal dénommé Boko Haram. De toute évidence, le doyen d'âge l'a dit, nos forces de défense peuvent compter sur le soutien inaltérable des députés. Et justement, notre second invité ce soir, dans le cadre de ce programme, est un député, l'honorable Kamsouloum Abba Kabir, est député à l'Assemblée nationale, membre titulaire du comité central du RDPC, originaire de la circonscription électorale du Logon-Echari à Kousseri, donc quasiment au cœur de la bataille que mène le Cameroun contre la secte islamiste Boko Haram. Avec lui, nous parlerons des enjeux de cette session parlementaire qui vient de s'ouvrir et bien entendu, de ces activités de l'intercession parlementaire qui, nous l'avons suivi de bout en bout, ont été consacrées pour l'essentiel au soutien aux populations de la circonscription électorale du Logon-Echari, victimes des attaques de Boko Haram. Eh bien, camarade Kamsouloum Abba Kabir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simon Yanga. Je relevais que vous êtes député du Logon-Echari à l'Assemblée nationale. Vous êtes également questeur à l'Assemblée nationale, membre titulaire du comité central. Je crois que je n'ai pas omis une de vos casquettes. Non, je pense que l'essentiel a été dit. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, en tant que député RDPC du Logon-Echari, et puis membre du bureau à l'Assemblée nationale. C'est un plaisir de vous accueillir pour la première fois, c'est étonnant, depuis 20 ans qu'on se connaît, pour la première fois sur le plateau de Espace Politique du RDPC. Je croyais que j'étais censuré, mais maintenant je suis un peu rassuré. Rassurez-vous, vous n'êtes pas censuré. D'accord. Je disais, nous n'allons pas brûler la politesse aux dames, aux femmes camerounaises qui viennent de célébrer le 8 mars dernier la 31e édition de la Journée internationale de la femme sur le thème égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. Il n'est pas tard, camarade Kamsouloum, de leur souhaiter encore aujourd'hui, bonne fête aux femmes camerounaises, non? Avec les femmes, la fête ne finit jamais. Je pense qu'on a 365 jours de fête. Peut-être que le 8 mars est une journée particulière. On continue à leur dire joyeuse fête de la femme à nos dames camerounaises, surtout aux vaillantes militantes de l'OFRDPC qui nous écoutent ce soir. Mais avant de sortir de cette célébration, permettez quand même que je vous pose la question. Et les femmes qui nous écoutent ce soir seront très heureuses d'entendre votre réponse. Sur le regard que vous jetez sur la politique du président Paul Biya en matière de promotion de la femme. Je profite pour avoir dit bonne fête à toutes mes collègues dames de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a deux aspects du combat. Il y a l'aspect légal et l'aspect culturel. Je pense que sur le plan légal, le chef de l'État a mis toutes les batteries en marche pour que les femmes soient suffisamment représentées dans toutes les instances de la République. Mais il faut dire également que cette dimension culturelle évolutive, on ne peut pas estimer que parce que nous avons pris des lois, les choses vont changer tout de suite, du jour au lendemain. C'est pour cela que je pense que le chef de l'État a fait ce qu'il a à faire, son devoir. Et maintenant, il s'agit de faire en sorte que les dispositions qui sont prises en faveur des femmes soient mises en œuvre. Parce que les femmes ne sont pas seulement nos mères, nos épouses, nos sœurs, mais c'est également des partenaires, et des partenaires au développement. Tout à fait. Et dans le monde rural, de ce que j'en sais, ce sont les femmes qui sont au four au moulin. Elles vont
couper le bois, puiser de l'eau, faire la cuisine, élever les enfants, et éduquer les enfants. Donc c'est des partenaires incontournables et je pense qu'elles méritent mieux que ce qu'on leur donne jusqu'à présent. Voilà le message d'un élu du peuple, député à l'Assemblée nationale. Et justement, la première session parlementaire de l'année législative 2016 s'est ouverte jeudi dernier à Yaoundé. Quelles sont en ce moment-ci les attentes du député que vous êtes par rapport à cette session qui vient de s'ouvrir? On a l'impression que les sessions de mars sont des sessions de routine parce qu'elles se font tous les mois de mars de chaque année. Mais je pense que également ce rituel est très important dans le fonctionnement de l'État. Parce que l'État a des structures, l'État a mis en place des rendez-vous très importants. Et quand on arrive à les honorer sans incident, dans la paix comme nous le faisons, nous pensons qu'il faut saluer que cette session se tienne, même si pour certains pensent que c'est juste une formalité. Non, mais c'est très important dans le rituel du fonctionnement de l'État. Vous parlez de routine alors qu'une certaine opinion parle déjà de textes importants qui pourraient être déposés sur la table des députés et sur la table du Sénat au cours de cette session. Qu'est-ce que vous en savez? Dire vrai, je viens de mon Kousouri lointain où j'ai passé 2 mois. Je suis pas très au fait des choses de la capitale. Tout à fait. Mais je pense que quand je disais que c'est un rituel important, c'est que c'est une répétition d'une procession. D'une procession. Mais cela n'empêche pas que les lois, une fois que le bureau est installé, une fois que c'est fait, je pense que le gouvernement peut déposer ces lois et nous sommes prêts à les accueillir ces lois, à les examiner et à les voter au besoin. Maintenant, nous allons parler de votre intercession avant d'arriver à Yaoundé. Vous venez de votre Kousouri lointain. Nous parlons à présent de votre intercession parlementaire, honorable Kamsoulou, en attendant des nouvelles fraîches qui nous viendraient de l'Assemblée nationale. Une intercession marquée par votre tournée parlementaire, j'allais dire inédite en pleine guerre, en pleine zone de combat que mène le Cameroun contre Boko Haram. Mais avant de continuer cet entretien, je voudrais quand même marquer un arrêt pour vous poser la question. Quel était l'objectif, camarade Kamsoulou, d'une telle tournée? Bien, écoutez, ça fait bientôt plus de 2 ans que Boko Haram a investi l'espace de Logoneshari et nous privant ainsi des contacts avec nos populations. Tout à fait. Mais quelque part, je me suis senti un peu mal à l'aise de dire que je suis député de la nation, je vais à Yaoundé, où je vis tranquillement, sans problème, et me couper de la base comme ça pendant 2 ans. C'est quelque part fuir mes responsabilités. Parce que on dit que chaque métier, chaque fonction a sa partie glorieuse, mais a ses servitudes. Ouais, tout à fait. Je pense que le risque que j'ai couru fait partie du métier de député. Et encore que c'était un risque calculé puisque je ne me suis pas levé comme ça sur un coup de tête et puis je suis allé... Ça a été programmé. Non, mais c'est quelque chose de préparé, encadré par les autorités administratives, les forces de l'ordre. Et le risque zéro n'existant pas, mais nous avons pris toutes les dispositions pour que nous puissions aller à la rencontre des populations qui sont meurtries par les attentats, les attaques de Boko Haram. Donc il était question, au-delà des gestes habituels que nous donnons aux populations, d'aller les réconforter, de les écouter, recueillir leurs doléances pour pouvoir les répercuter un peu plus haut. Vous faites bien, honorable Kamsoulou, de parler de risques, parce que certains disent vous avez pris des risques énormes. Alors, est-ce qu'une telle initiative, en réalité, est-ce qu'elle valait la peine maintenant? En partant, je me suis posé des questions, et même quand je suis arrivé sur le terrain, dans certains villages, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas quelques heures, nous avons vu des bandes de Boko Haram passer par là, on a été attaqué la veille, tout cela. Mais on a même vu, un pylône d'un opérateur téléphonique a été renversé 5 minutes après le passage de votre... Oui, tout à fait. 5 minutes après, un pylône a été scié et renversé parce que les éléments de Boko Haram voudraient évoluer sans qu'elles puissent être dénoncées parce que les populations, avec l'aide du téléphone, permettaient de suivre le mouvement et d'informer les forces. Donc, je pense que c'est une opération comme cela. Mais au début, effectivement, je m'étais posé beaucoup de questions. Mais après cette tournée, je suis un homme satisfait. Tout à fait. Très satisfait parce que non seulement j'ai pu rencontrer dans ces villages lointains des populations qui étaient complètement isolées et qui avaient la sensation que les hommes politiques les avaient abandonnés. Donc, à l'issue de cette tournée, nous avons échangé sur beaucoup de choses. D'abord, je me suis acquitté d'un devoir moral, celui de présenter les condoléances aux familles qui ont perdu chef de famille, cela, avec tout ce qui a comme attentat. J'ai eu l'occasion d'aller visiter les blessés au niveau de l'hôpital de Mada, non loin de Makari, également apporter le confort qu'il s'agit, et puis je causais avec les chefs de village, les notables, les imams, et même les jeunes, pour leur passer le message qui est celui que nous sommes là, la République est avec vous, nos forces sont avec vous, et vous devez collaborer, et faire en sorte que Boko Haram ne puisse pas évoluer en terrain facile chez nous. Et je crois que non seulement ce message a été apprécié, moi également j'ai eu le sentiment que je me suis acquitté de ce devoir moral de présenter dans les condoléances, mais également de passer le message que
la défense au Cameroun est une défense populaire. Tout à fait. Et que sans l'adhésion de la population, l'armée seule ne peut pas faire face à l'ennemi. Et surtout que c'est un ennemi versatile. Qui change, qui mute tout le temps, qui a de nouvelles... On parle de guerre asymétrique. Oui, c'est une guerre asymétrique. C'est bien d'avoir des armements lourds comme les tanks, les chars de combat, les blindés, les mitrailleuses, mais contre des petites personnes qui évoluent, disséminer, disperser, des enfants qui sont porteurs de bombes, qui évoluent dans la nuit en se cachant d'arbre en arbre, sous les herbes, tout cela. Ces armements ne servent pas à grand chose si la population ne contribue pas pour dire que nous avons vu à un moment où nous allons puiser de l'eau, où nous sommes en train de couper le bois, nous avons vu des gens suspects qui sont en train d'évoluer comme cela ou assis sous tel arbre. Et c'est en cela que nous pensons que notre message était important et que c'était une façon à moi d'apporter ma contribution à la lutte contre Boko Haram. Alors globalement, quel est le bilan que vous en faites? D'abord, il y a un bilan qu'on ne peut pas évaluer, c'est un bilan moral. Tout à fait. C'est cette satisfaction d'être allé dans une zone qu'on pensait complètement coupée. Je suis allé jusqu'à la frontière, touché même jusqu'au bord du fleuve qui sépare Cameroun du Nigeria pour tout titiller, pour que nous n'avons pas peur, nous sommes capables de venir et même au mieux, on peut même traverser si on en a besoin. Tout à fait. C'était important que, pour moi, psychologiquement, que je pose cet acte et également pour les populations de voir qu'un élu qui peut venir vivre un peu le risque qu'elle vit tous les jours. Donc ça, c'est le bilan moral. L'autre bilan, c'est cette fusion avec les électeurs. Parce que c'est très important que le moment venu, qui disait pas que non, mais quand ça chauffait ici, où étiez-vous les gens du RDPC, on vous entend parler à la radio tout le temps, mais on ne vous voit pas. Donc au moins aujourd'hui, sur ce plan, nous avons marqué la présence de notre parti sur le terrain dans les zones les plus compliquées. Bon, maintenant, il y a d'autres aspects qui sont un peu plus concrets, c'est-à-dire l'aspect éducation, appui alimentaire, faire un peu de matériel pour les comités de vigilance. Et je pense qu'il est très bon, il est très important également que nous parlions de comités de vigilance. Tout à fait, oui. Qui font un rôle, qui jouent un rôle formidable. Non, vous savez que c'était une forme d'adaptation. Et je pense que je salue là le gouvernement de la République et le président, son excellence, le président Paul Biya, pour avoir eu la clairvoyance de réactiver, parce que ce comité de vigilance existait à l'époque des coupeurs de route. Tout à fait. De les réactiver et de leur donner des moyens. Des motos, des bicyclettes, des torches et un peu de moyens financiers. Et ils jouent un rôle très important parce que très souvent les militaires ne sont pas forcément originaires de l'endroit où ils sont. Ouais, tout à fait. Donc, ils voient tout le monde se ressemble. Mais le membre du comité de vigilance, qui est du quartier ou qui est du village, c'est qui est qui, il va où, qu'est-ce qu'il fait à cette heure-ci dehors, et si c'est un étranger, est-ce que c'est un étranger camerounais? Il y a des petits détails que l'œil exercé du membre du comité de vigilance voit, le type de chapeau qu'il porte, la chaussure qu'il porte, et c'est tous ces petits détails-là qui peuvent échapper à la vue des militaires de carrière, mais ne peuvent pas échapper à un membre du comité de vigilance. Donc je crois que leur intégration dans ce combat est très important. Diminuer les tracasseries entre l'armée et la population, parce que eux, ils entrent en contact avec la population, posent des questions, donc recueillent toutes les informations. Alors que peut-être qu'un militaire n'aurait pas pu avoir la même habilité ou bien la même approche, parce qu'il n'est pas tout à fait du coin. Donc je crois qu'il faut saluer également la présence et les activités des membres du comité de vigilance. D'ailleurs, il n'y a pas plus de 3-4 jours, nous avons appris que des dotations très importantes ont été distribuées à ces membres du comité de vigilance. Certains ont été décorés. Donc je pense que la nation leur est reconnaissante et qu'ils jouent un rôle très important auprès de nos forces. Globalement, quelles autres leçons vous ramenez du terrain? Oui, bon, disons qu'il y a quand même des situations un peu pénibles parce que cette guerre a créé une sorte de pauvreté, parce que les gens ne sont plus à même de pouvoir exercer leurs activités économiques. Pas les cultiver. Ils ne peuvent pas aller au champ, ils ne peuvent pas aller paître, ils ne peuvent pas aller pêcher. Pour des raisons de sécurité, il y a eu des restrictions administratives qui font que les gens ne peuvent plus se déplacer à moto, parce que la moto est l'un des moyens qui a été utilisé par Boko Haram en son temps. Tout à fait. Donc, dans toutes ces mesures qui sont prises, certes renforcent la sécurité, mais également pénalisent les populations. Donc, il était important que nous approchions pour voir un peu comment elles vivent. Et je crois qu'il est de mon devoir également de relayer pour qu'une aide massive puisse être apportée à ces populations-là. Il y a un autre aspect, ce qui m'a touché le plus, c'est ce que beaucoup d'écoles ont fermé dans les villages, surtout dans les villages qui longent la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Donc ce sont des populations qui ont d'abord quitté le village même, l'école a fermé, la population a déménagé et il y a beaucoup de déplacés qui se sont disséminés un peu dans tout le Goné-Chari. Mais il se trouve que ces enfants qui viennent de ces villages ne sont pas forcément allés s'inscrire dans l'école, parce que d'abord il y a des problèmes de moyens, il y a même des problèmes de survie, et puis certains préfèrent aller faire des petits métiers pour ramener à la maison 100 francs, 200 francs pour aider la famille à survivre. Donc c'est une situation qui a été pour nous très pénible, et même que certains enfants qui sont allés à l'école n'ont pas été capables de s'acquitter du paiement des frais d'entrée 6e et des certificats d'études primaires. Notre contribution a été quand même de mobiliser ces moyens, oui, tout à fait, les nôtres et ceux des autres partenaires,
pour pouvoir déjà payer ses frais. Bon, dans certains collèges, comme celui du collège Loaza également, les parents d'élèves ont recruté des vacataires, mais même nos enseignants qui sont affectés là-bas, pour des raisons administratives, n'ont pas encore le salaire. Il faudra bien les entretenir. Là également, nous avons mis un peu de moyens à la disposition des parents d'élèves pour qu'ils puissent gérer cette situation-là et que l'année scolaire puisse arriver à son terme sans que ces professeurs ne désertent les lieux. Donc voilà un ensemble de petites actions que nous avons menées sur le terrain. Et nous avons fourni des tables bancs parce que la plupart de ces, comme les écoles ont connu un surplus d'élèves à cause des déplacés. Oui. Donc il fallait aussi faire des réajustements en matière de table banc. En dehors de cela, l'action que j'apprécie le plus, dont je tire une certaine fierté, c'est que vous vous souvenez, à l'occasion de la fête nationale du 11 février de la jeunesse, le président de la République a interpellé les Camerounais à un retour vers la terre. Parce que il n'est pas pensable que... Parce qu'il a dit la terre, elle ne trahit jamais. Et il n'est pas pensable que tous les jeunes soient employés à la fonction publique. C'est pas possible. Et les entreprises privées ne peuvent pas également prendre tout le monde. Et tout le monde n'a pas la qualification nécessaire. Vous savez que notre système d'enseignement doit être réadapté parce que nous formons des généralistes. Et ces généralistes, une fois qu'ils n'ont pas pu passer un concours, deviennent des chômeurs. Il y a tout un programme de retour à la terre, aussi bien mené par l'État que par ses services déconcentrés. Mais nous également, en tant que partie intégrante de l'État et militants du RDPC, nous avons également pensé que nous devons emboîter au discours du chef de l'État à Koussiri, non loin du fleuve Logong, qui sert également de frontière avec le Tchad. Vous savez que je suis vraiment à la frontière un peu partout. Le Tchad en face à l'est et le Niger à l'ouest. Nous avons donc développé une ferme. Nous avons profité de la présence de cette eau, dans laquelle nous avons un pompon de l'eau à partir de Logong que nous remontons vers ces parcelles que nous aménageons et nous mettons à la disposition des jeunes. Tout à fait. Au début, ils n'y croyaient pas, mais petit à petit, les jeunes se sont inscrits et aujourd'hui, je peux vous assurer que si je pouvais montrer ces images à partir de la radio, les gens ils font la culture des oignons, du gombo, du riz et de certaines plantes. De toutes les façons, on reviendra dans notre tranche à la télévision pour voir tout ça. C'est des actions qui donnent de l'espoir. Oui. Mais vous savez, et plus nous redonnons une certaine dignité et une fierté à la jeunesse. Parce qu'un jeune qui reste dans la ville, assis sur sa natte, en train de siroter le thé à longueur de journée, en train de prendre du tramol et être oisif, il est prêt à faire n'importe quoi. Tout à fait. D'abord, il se sent inutile. Il a l'impression qu'il est de trop pour sa famille. Donc, le fait qu'il puisse aller à la terre, générer des ressources et des recettes, ça lui confère une dignité. Et à ses parents également, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait un enfant pour rien. Cet enfant est capable de se prendre en charge et d'assurer son avenir. Donc, voilà un certain nombre d'actions que nous avons menées sur le terrain et qui fait en sorte que nous sommes aujourd'hui fiers de ce que nous avons fait. Quel est le message des populations de cette partie du pays, du Cameroun profond? Je pense que les messages n'ont pas tellement changé. Il y a les services de base. Ce que nous appelons services de base, c'est l'accès à l'eau, à la santé, à la route. Nous avons dit que c'est faisable. Il y a un programme qu'on appelle le programme d'urgence de l'État, qui n'est pas peut-être mis en œuvre dans les délais que nous aurons souhaité. Parfois, certains entrepreneurs ne sont pas à même de venir faire des opérations d'aménagement pendant que la guerre n'est pas finie, mais que ces deux-là sont pertinentes. Mais pour le moment, c'est une question de survie. Je pense que comme les populations n'exercent pas d'activité économique, également, ils ont souhaité qu'on puisse mettre à leur disposition, à moindre coût gratuitement, des moyens de survie pour tenir et joindre le debout en attendant que cette guerre finisse. Nous, on croyait avoir affaire à une population complètement démoralisée. Cette retenue qui caractérise les Sahéliens, mais je peux vous assurer qu'ils disent que n'ayez pas crainte, nous sommes là, on tient bon. C'est-à-dire, au contraire, j'ai l'impression que moi qui suis allé pour consoler les populations, et de moi, j'ai l'impression que c'est moi qu'on consolait. Tout à fait. Vraiment, c'est ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà à peu près l'état d'esprit de nos populations. Il ne faut pas se cacher qu'après cette guerre, je pense que l'État doit mobiliser des moyens très énormes pour mettre au niveau pour le développement et éviter que les jeunes Camerounais ne soient tentés d'aller rejoindre les aventures. Oui, parce que nous sommes quand même entourés par des pays où l'instabilité, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, est légion. Et il n'est pas impossible que notre malheur puisse venir de nos voisins. Et d'ailleurs, c'est le cas. Cette guerre de Boko Haram a été imposée et nous n'avons absolument rien à faire. Tout à fait. Mais je me pose même la question que après, mais qui va payer? Qui va payer? Parce qu'il faudra que cet effort de guerre-là, que nous demandions quand même que quelqu'un puisse payer. Parce que nous n'avons rien à voir avec Boko Haram. Camarade Kamsoulou, nous allons certainement finir par cette dernière question. S'il vous était demandé de réitérer cette expérience, est-ce que vous seriez prêt à la recommencer? Plus que jamais. Je suis même prêt à faire la descente tous les 3 mois. S'il m'était donné la possibilité de le faire, je pense que ce contact est très important parce qu'il rehausse le moral des populations. Elles ont l'impression qu'elles ne sont pas une population à part et qu'il y a d'autres Camerounais à part.
Donc il est très important que ce contact avec les élites politiques, notamment les élites du RDPC, doivent être sur le terrain, parce qu'il faut être prêt à toute éventualité. Merci camarades d'être venus. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir sur ces studios du RDPC. Merci camarades, vous qui nous avez écoutés. Nous allons revenir sur cet entretien, cette fois-là à la télévision avec notre camarade Kamsoul Mabakebir. Ça, je vous donne garantie, avant la fin de la session parlementaire. Nous allons nous activer à mettre la main sur lui, qui nous accorde un peu de temps pour nous donner des explications avec image à l'appui sur ce qui a été fait, dans la zone du Logone-Lechari en tant qu'assistance et appui aux populations victimes des attaques de Boko Haram. Merci encore, honorable, d'être venu sur. Merci. Avant de quitter, je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer les militants et les militantes du RDPC du Logone-Lechari qui, en dépit de toutes ces situations difficiles, se sont toujours mobilisés pour marquer leur présence sur le terrain. Et je remercie également tous les auditeurs de ACA TV pour avoir prêté une oreille attentive à ce que nous nous sommes dit. Merci à tout le monde. Voilà, tout le monde vous a écouté. Merci à notre technicien Benjamin Bokali qui nous a accompagnés tout au long de ce programme. Merci à vous camarades militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui avez écouté ce programme de l'autre côté. Merci aux populations du Logone-Lechari qui nous ont écoutés ce soir. Sachez, je vous le dis, que le Cameroun est avec vous, que la République est avec vous, que vous n'êtes pas seul. Et le président de la République l'a dit, vous n'êtes pas seul, nous serons toujours avec vous jusqu'à extinction totale de cette bataille contre Boko Haram. Il ne me reste plus qu'à remercier tous nos camarades militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui nous ont écoutés ce soir. Eh bien, nous leur disons au revoir et à la semaine prochaine dans les mêmes conditions. Inch'Allah.